TV, madame, monsieur. Je devrais dire à Média d'Afrique et Canal Aoussa TV. Et justement, Panafricom, c'est l'émission, mais nous serons en direct avec Luc Michel depuis Bruxelles. Nous parlons ce dimanche en première partie de Panafricom, c'est dimanche, de la problématique des référendums dans le monde. Les référendums sont en train de se succéder, de se multiplier en Occident et l'on se pose la question qui est la plus centrale. Elle est l'épineuse problématique qui se pose au monde occidental actuellement. La question est celle de savoir, est-ce que le vieux monde est en train de s'écrouler? Est-ce que l'émiettement de ce monde, la dispersion de ce monde, qui en réalité avait proclamé la démocratie, ou tout au moins dit appliquer la démocratie, sans avoir justement cette démocratie dans les faits, on trouve toujours des royaumes, on trouve toujours une caporalisation du monde, une volonté de prédater le monde, une volonté d'impérialisme et de néocolonialisme, toutes choses qui tranchent très mal avec la démocratie. Aujourd'hui, il y a donc des référendums qui se succèdent parce que les États veulent être libres, les peuples veulent être libres. Je vais sur ce pied à Bruxelles, mais avant d'entrer dans ces référendums qui se succèdent et qui en réalité annoncent déjà la République du Détroit, c'est-à-dire cette République qui est en train de se former, il y a justement cet appel ou tout au moins ce message de Fénelon Massala sur Twitter, celui-là qui est en train de décapiter pratiquement l'Ukraine. Luc Michel, bonsoir et bienvenue sur Panafricom, l'émission justement de décryptage de l'actualité nationale, interafricaine et mondiale du dimanche. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? L'Ukraine est en train de devenir un groupe, une composante de terroristes et de djihadistes et de rebelles. Bonsoir Luc Michel. Bonsoir Hubert, bonsoir à ton équipe et bonsoir à nos téléspectateurs. Nous parlons évidemment de l'attentat qui a eu lieu hier en Crimée sur le pont de Kerch qui unifie la Russie avec la péninsule de Crimée. Il y a eu un attentat au camion explosif, un attentat mené apparemment d'après un confrère africain par un djihadiste syrien au camion piégé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ukraine est un État terroriste. Le régime de Zelensky à Kiev, il vient de faire cet attentat contre une infrastructure civile en Ukraine, donc au camion piégé, comme l'ISIS, Daesh en Syrie. Mais précédemment, il y a quelques semaines, il avait fait un assassinat de la journaliste russe Daria Dugin. Cette semaine, il y a quelques jours, c'est le New York Times qui accuse les services secrets de Kiev d'être responsables de cet attentat. Il y a eu au préalable d'autres attentats qui étaient menés. On connaît les assassinats des tueurs de la République française contre des chefs d'État et des hommes politiques africains, mais on connaît aussi l'assassinat du pape, le général iranien Soleimani, qui a été exécuté par le Mossad et les Américains à Bagdad l'année précédente. Tous ces gens sont des assassins et ça nous permet de rejoindre notre thématique sur la fausse démocratie occidentale. Vous parlez de la fausse démocratie occidentale. Avant d'y aller, justement, alors dans cette affaire, il est dit qu'avec l'explosion de l'incendie qui a eu lieu après cet attentat, il est dit pratiquement, et selon des informations que d'ailleurs vous avez traitées dans Luc Michel, Radio Luc Michel International, il est dit que c'est justement les États-Unis, l'OTAN, qui finance cet État que vous appelez aujourd'hui, l'État ukrainien que vous appelez aujourd'hui un État terroriste. Ben écoutez, tout d'abord l'information, elle n'est pas donnée par n'importe qui. Fénelon Massala, c'est un journaliste professionnel et il est connu internationalement. Je travaille avec lui depuis des années, donc c'est quelqu'un de sérieux. Mais évidemment, pour le moment, on essaye de semer des fausses pistes. Les prostituées de la télévision française sur BFM TV, par exemple, ils racontent que c'est une provocation des services secrets russes. C'est tout à fait faux. Ils avaient dit la même chose pour l'assassinat de Daria Dugin. Ce sont les assassins de Kiev. Déjà en 2014, ils ont pris le pouvoir avec un coup d'État mené par des groupes néo-nazis. Et depuis 8 ans, ils pratiquent dans le Donbass avec les bataillons néo-nazis. Azov, Haïdar, etc. Ils pratiquent le terrorisme d'État.
Bien voilà, Luc Michel, ça suppose que on est dans le rebondissement de l'information de l'actualité pendant que les médias occidentaux, les médias mainstream ont fait une campagne pratiquement d'une ou de 2 semaines, annonçant que Kiev était en train de reprendre une partie du territoire. Et bien voilà, la Russie qui aujourd'hui pointe d'un doigt accusateur avec des faits que justement l'OTAN, les États-Unis et l'Union européenne qui ne lâchent pas sont en train de transformer un État terroriste, c'est-à-dire l'Ukraine qui devient un État terroriste. On va certainement revenir peut-être en semaine dans le registre de 7 mondes, ça sera peut-être lundi ou alors mercredi. Avec vous, abordons justement qu'est-ce qui se passe dans le vieux monde. Le vieux monde est en train de s'écrouler. Les référendums se succèdent, se multiplient, s'annoncent en Ukraine. On a eu des référendums, le rattachement de certains partis des pays à la Russie. Aujourd'hui, en Espagne, ça bouge. La République du Détroit est en train de se former. Qu'est-ce qui se passe au cœur du vieux monde, Luc Michel? Écoutez, on nous a, comme on dit en français, joué du violon. On nous raconte depuis un demi-siècle que la démocratie avec un grand là, c'est l'Union européenne et les États-Unis. On nous a raconté que la volonté du peuple, c'était la démocratie occidentale. Mais en réalité, on n'écoute pas la voix des peuples. Et les peuples qui n'écoutent pas ces voix-là, ils proclament des républicains, sont des autoproclamés. Il y en a partout dans le monde. Et elles les valident par des référendums d'autodétermination. Le premier, ça a été le référendum de la République moldave de Dniester en 2006, dont j'avais déjà assuré le monitoring international. En 2014, il y a eu le référendum de Crimée. J'avais aussi assuré le monitoring international. Ça avait contribué au retour de la Crimée à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, il y a des référendums partout. Le 1er octobre, on a fêté les 5 ans de l'écrasement par la répression de l'OTAN, de Madrid et de Bruxelles, du référendum d'autodétermination de Catalogne. La Catalogne, où avait été proclamée une république indépendante, la même qui avait déjà été écrasée par le dictateur fasciste Franco en 1936-39. Eh bien, on a fêté les 5 ans. Des dizaines de milliers de Catalans sont descendus dans les rues. Il y a eu les 4 référendums maintenant de Novorossiya en Ukraine pour le rattachement de 4 provinces ukrainiennes peuplées de Russes à la Fédération de Russie. On nous dit à Bruxelles et à Washington que ces référendums ne seraient pas légitimes. Mais ça ne s'arrête pas là. Au cœur même des États-Unis, la fausse démocratie occidentale est contestée. Là-bas, il y a un puissant mouvement des droits civiques qui est les officiers pour la défense des droits humains. Ils se disent eux-mêmes, non pas afro-américains, parce qu'ils ne veulent pas appartenir aux USA. Ils disent, nous sommes les descendants des esclaves, nous avons été déportés, nous sommes des afro-descendants. Il n'y a donc pas d'afro-américains. Ils ont proclamé, ils ont organisé un référendum en 2016 et ce 17 septembre pour la seconde fois dans la ville de Détroit. La ville de Détroit, là-bas, les afro-descendants sont majoritaires, ils sont plusieurs millions. C'est un mouvement organisé et pour la première fois depuis les Black Panthers des années 60, ce mouvement a une milice armée en uniforme bleu et blanc. C'est-à-dire qu'ils sont capables de combattre la garde nationale et de combattre le FBI qui a réprimé par la violence le référendum de 2016. C'est intéressant parce que ce mouvement est en train d'essaimer dans toutes les communautés noires afro-descendantes des États-Unis. C'est la fin de cette fiction des Afro-Américains que proclamaient Obama et les siens. Est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'on est vers la fin? Parce que les États-Unis ont eu depuis pratiquement près de 7 à 6 siècles aujourd'hui une forte capacité de transmutation, non, de mutation et de transmutation. Est-ce que vous êtes rassuré que ce mouvement est un mouvement qui va justement avoir gain de cause? On avait déjà eu Abraham Lincoln, on avait déjà eu Kennedy, on avait déjà eu beaucoup de mouvements de ce genre. Luc Michel, est-ce que vous avez la certitude de ce que le vieux monde est en déclin en termes de démocratie? D'abord,
tous les gens comme Kennedy, comme Luther King, comme Kamala Harris, ils se plaçaient dans une perspective afro-américaine. Et ils voulaient régler la question noire simplement en réglant la question sociale. C'est comme ça qu'est née une bourgeoisie noire qui aujourd'hui est particulièrement prise en main par les réseaux de George Soros. Ici, ce sont des gens qui se disent afro-descendants et qui veulent ouvertement rompre avec l'impérialisme américain. Ils sont pro-russes et pro-iraniens. Le dirigeant du mouvement des droits humains à Détroit, il s'appelle Ramzou Younous. Il a fait appel, il y a 48 heures, il a fait une lettre ouverte. Il demande l'intervention de la Russie et du groupe Wagner aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais ce sont des gens courageux. En tout cas, c'est le début d'une vague de fond qui renversera les États-Unis. Déjà dans les années 1960, mon organisation politique soutenait les Black Panthers. Eh bien, aujourd'hui, nous soutenons très activement le mouvement des droits humains de Détroit et nous ne permettrons plus que les médias occidentaux et américains étouffent ce mouvement. Pas une information n'est donnée en Europe ou aux États-Unis. Mais là, ça se termine. Aujourd'hui, Eyod, comme il l'a fait en Crimée, il ne permettra pas que l'on étouffe ces gens courageux qui posent véritablement les conditions de la question noire aux États-Unis. Rappelons quand même que les États-Unis ont été bâtis sur un génocide, celui du peuple indien, et sur un crime contre l'humanité, l'esclavage. Tous ces pères fondateurs, les Washington, les Jefferson, etc., que l'on présente aux États-Unis comme des modèles de démocratie et comme la base même de la démocratie moderne, c'était des esclavagistes propriétaires de grandes plantations d'esclaves, en particulier le général Washington. C'est là-dessus que s'est bâtie la prospérité américaine et britannique. On nous raconte dans les livres d'histoire que l'Angleterre a émergé industriellement grâce au métier à tisser. C'est un mensonge historique. Ils ont émergé, bien entendu, avec l'industrie lainière, mais parce que le coton était produit dans les champs des États-Unis par les esclaves noirs et qu'on ne payait pas cette main-d'œuvre. C'est l'accumulation primitive du capital, selon Marx, qui a raison, qui a permis le capitalisme anglo-saxon et puis tout le capitalisme occidental. Mais aujourd'hui, le mouvement de Détroit, il pose véritablement la question comme elle doit l'être, et comme le faisaient déjà il y a 50 ans les Black Panthers. Aujourd'hui, le leader de Détroit, Ramzou Younous, c'est un homme d'affaires américain. Il a été réprimé par le FBI qui l'accuse de préparer une guerre civile aux États-Unis. Il a répondu en organisant des milices armées. C'est un homme courageux qui est un organisateur puissant. Il est de la trempe de Malcolm X et des leaders des Black Panthers. C'est cela qu'il faut retenir. Retenez ce nom, Ramzou Younous. Ce sera le leader des afro-descendants aux États-Unis au cours des prochaines années. Ramzou Younous, justement, depuis 2016 déjà, était dans une situation pour pratiquement lancer ce vaste mouvement de l'autodétermination, parce qu'en principe, ce qui est dit, c'est l'autodétermination, la trajectoire ou la dynamique ou les logiques de mettre fin à l'impérialisme des États-Unis et via l'indépendance des afro-descendants. Alors, Luc Michel, au-delà de cette bataille politique, on va encore y rester, au-delà de cette bataille même géopolitique, au-delà de cette bataille qu'on pourrait dire civilisationnelle, est-ce que cette affaire ne va pas amener un espèce de racisme au point qu'on pourra se retrouver dans des histoires du Ku Klux Klan que vous connaissez très bien? Comment dissocier ce mouvement qui en réalité est un mouvement d'autodétermination à tous ces mouvements de lutte dans leur déviation? Mais écoutez, il y a déjà un puissant mouvement raciste aux États-Unis. C'est là-dessus que Donald Trump avait capitalisé pour se faire élire président et espère se faire réélire une seconde fois. Oui. Ces gens, ce sont des petits blancs, des blancs anglo-saxons protestants. On les appelle des rednecks aux États-Unis. Ce sont évidemment des gens qui sont organisés pour les plus radicaux d'entre eux dans des milices armées elles-mêmes. Il y a aujourd'hui une Amérique blanche
qui correspond aux États républicains. Et il y a aujourd'hui des afro-descendants qui ne sont plus d'accord d'être les dindons de la farce des États-Unis. Rappelons que l'autodétermination, c'est l'article 1 de la Charte des États-Unis en 1945. Elle donne à tous les peuples le droit de proclamer leur indépendance et de s'autodéterminer. Mais les Américains refusent de le faire. Ramzo Younous a essayé en 2016 et il a dû constater qu'il ne bénéficiait d'aucune publicité, qu'il était étouffé médiatiquement. Et il a eu l'intelligence, parce que c'est une intelligence, il s'est adressé à moi pour avoir le soutien des autres, parce qu'il a vu le travail que nous avions fait en Europe de l'Est, notamment Moldavie, en République moldave du Djetser, qu'on appelle la Transnistrie en 2006, en Crimée en 2014, en Abkhazie en 2009, qui est une province de Géorgie, vis-à-vis de toutes les républiques autodéterminées dans l'ex-espace soviétique. Et Ramzo Younous nous a demandé d'assurer la publicité de son mouvement et de le faire connaître en Russie. C'est moi qui particulièrement lui ai conseillé de faire appel maintenant à Eugénie Prigozhin, le patron du groupe Wagner, comme disent les Occidentaux. Ce groupe Wagner qui n'existe pas, mais les firmes paramilitaires russes existent bien. Non, mais il existe 11... Michel, est-ce que le groupe Wagner existe? C'est une hystérie et une invention pratiquement... Laissez-moi vous expliquer. Il y a... Vous dites que donc Ramzo Younous, je rappelle déjà pour vous relancer dans cette trajectoire que justement depuis 2016 il a donc un mouvement Human Rights Policy Officer. C'est pour cela que je dis qu'en réalité est-ce que cela ne va pas apparaître comme une affaire de racisme en confrontation aux États-Unis pour revenir à une guerre civile comme disent tous les services de renseignement? Mais vous êtes en train de dire qu'il a un pied vers la Russie. Vous continuez. Oui. Tout d'abord, je vais donner un mot d'explication sur le groupe Wagner. Il existe 11 firmes paramilitaires en Russie et les principales d'entre elles, il y a notamment le groupe Sewa Security qui est actif en Centrafrique, aux côtés de Touadéra et au Mali. Et il a pour dirigeant un oligarque russe, un milliardaire russe, ami de Vladimir Poutine, qui s'appelle Eugénie Prigozhin. Prigozhin a aussi un groupe puissant multimédia. Et les Américains, en 2020, quand ils se sont attaqués à lui, ils ont créé, par contre, un mythe médiatique qui est celui du groupe Wagner. C'est un peu le grand fantôme qui hante le monde occidental, en Afrique, en Ukraine, en Syrie, etc. Donc, Ramzo Younous, il y a 48 heures, a appelé Eugénie Prigozhin à intervenir et il espère évidemment populariser son combat. Maintenant, il y a déjà, les États-Unis sont déjà au bord de la guerre civile. Mais quand on parle de la guerre civile, les observateurs occidentaux veulent opposer les États républicains partisans de Trump aux États démocrates partisans de George Soros, de Kamala Harris et de Joe Biden. Mais c'est une guerre civile entre blancs, comme en 1861. Mais la prochaine guerre civile aux États-Unis, elle va opposer les afro-descendants, dont le mouvement de Détroit est l'avant-garde, aux petits blancs racistes. C'est cela qu'il faut retenir. Il ne faut pas déplorer cela. Vous savez, les États-Unis ont détruit l'Union soviétique, ils ont détruit l'Allemagne de l'Est, ils ont détruit la Yougoslavie, ils ont détruit la Chamaïria libyenne de Kadhafi. C'est tous des États que je soutiens. Moi, je prône la destruction des États-Unis. Il est temps que les États-Unis soient démembrés pour redevenir une série de petits États régionaux. Ça n'arrivera que par soit une défaite dans la guerre mondiale face à la Russie et à la Chine, soit évidemment par une guerre civile dans laquelle interviendront les afro-descendants. Ce qui est nouveau, c'est que les afro-descendants n'attendent plus l'aide des démocrates ou l'aide des blancs du système américain. Ils se tournent vers Moscou et vers Téhéran. Alors, Luc Michel, on va repartir dans la base sociale. Il y a le fait que son mouvement, en principe, avait pour finalité
Donc de mettre fin à un certain nombre de droits violés, les violences policières, les expulsions illégales, les brutalités, les sous-humanisations. Alors est-ce que cela ne met pas blanc et noir en face? Écoutez, c'est déjà la situation. Blancs et noirs sont en face depuis qu'on a déporté les noirs aux Antilles et aux États-Unis. Ils ont été esclavagisés. Quand la guerre de sécession s'est terminée, il y a eu la ségrégation raciale. Elle a duré jusque Johnson. La ségrégation raciale, c'est les lois raciales qui ont inspiré l'apartheid en Afrique du Sud et les lois raciales anti-juives de Hitler en Allemagne à partir de 1933. Donc les Noirs n'ont rien à attendre du système blanc américain. C'est ça qu'il faut retenir évidemment dans tout cela. Mais le système américain a été intelligent. Par exemple, George Soros, qui est un impérialiste américain, il a lancé le mouvement Black Lives Matter, qui vise à récupérer pour le compte des Blancs du Parti démocrate la colère des Noirs. Avec le mouvement des Détroits, c'est terminé. En 2006, ils ont proclamé un référendum d'autodétermination. Des millions d'Africains ont voté. Ils viennent encore de revoter ce 17 septembre. Ils ont ensuite proclamé une république autoproclamée. Elle est dirigée par un conseil de gouvernement. Et contrairement à 2016, aujourd'hui, la garde nationale blanche, le FBI, les services secrets, ils font face à des milices armées. Vous savez qu'aux États-Unis, la loi permet d'organiser des milices armées à condition que les armes soient apparentes. Jusque-là, c'était le fait uniquement des Blancs, des partisans de Donald Trump, du Ku Klux Klan, etc., des néo-nazis. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis les Black Panthers dans les années 60, il y a des milices noires armées d'indépendance et d'autodétermination. Bien voilà, Luc Michel. Vous dites que cette affaire, c'est que Noirs et Blancs sont déjà en face depuis la traite négrière, depuis l'exploitation et tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la reconstitution des blocs ou alors l'économie des blocs en marche ne va pas être un obstacle lorsqu'on voudrait, par exemple, faire brandir cette entité d'afro-descendants? Est-ce que cela n'est pas un obstacle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est un obstacle ou alors une avancée sur laquelle, puisque si la Russie est conviée, ça veut dire que peut-être la Russie est dans la même direction, et quelle est la capacité de force réelle pour que le Détroit devienne effectivement un État après le référendum où l'indépendance a déjà été proclamée, mais ce n'est pas encore effectif au niveau du système international? Tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est la géopolitique des blocs. Il y a un bloc américain occidental qui est le bloc du colonialisme, du néocolonialisme et de l'esclavagisme. Ils ont fait leur prospérité pendant 5 siècles en se basant sur l'exploitation et l'esclavagisation du monde entier. Il y a un autre bloc, c'est l'Eurasie en marche. Pétain, Téhéran, Moscou, qui tend la main aux Africains et espérons-le demain aux afrodescendants. Ce sont les peuples, comme Poutine l'a expliqué il y a quelques jours, qui combattent l'exploitation et l'esclavagisme. Bien entendu, le mouvement de Détroit est important parce qu'il met à mal la fiction américaine de la démocratie occidentale, mais aussi il met à mal une autre fiction. Vous savez que depuis 50 ans, les Occidentaux interviennent dans le monde. Ils font ce qu'ils appellent de l'intervention humanitaire. Ils font des sanctions. Ils font des expéditions militaires en Yougoslavie, en Union soviétique, en Irak, en Libye, etc. Ils ont détruit des pays. Eh bien, aujourd'hui, grâce à Détroit, la Russie peut dire la même chose, peut dire aux États-Unis, il faut organiser contre vous une sédition humanitaire. Vous êtes en train d'être un mouvement colonialiste qui refuse l'autodétermination de votre population afrodescendante. Alors, si cela est possible, mais j'ai envie de savoir les capacités internes, parce qu'on a quand même avec des États
fédéraux, un certain nombre d'États qui pourront être jaloux de ce qu'en réalité on risque d'aller vers la proclamation indépendante de chaque État. Si déjà il y a cet État du Détroit qui va exister, cette République du Détroit, avec toutes ces aspirations, est-ce que c'est pas un risque énorme? Est-ce que les États-Unis vont se laisser faire? Non, parce que vous devez comprendre la problématique. Il y a deux sortes de sécession. Il y a la sécession au sein des États occidentaux, États-Unis, Union européenne, Espagne, Belgique, Angleterre, etc. Ce sont des sécessions qui visent à respecter la démocratie et à affaiblir les pays impérialistes. Lorsqu'il y aura la sécession de la Catalogne de l'Espagne, par exemple, eh bien, les Espagnols ne seront plus en mesure d'intervenir comme ils le font maintenant pour déstabiliser la Guinée équatoriale. Mais à côté de ça, les Occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils provoquent des sécessions artificielles. Il y a eu le Biafra, il y a eu le Katanga, il y a aujourd'hui l'Amazonie. Le but évidemment des Occidentaux, c'est de faire éclater les États africains. Nous ne soutenons absolument pas ces sécessions-là. Nous soutenons les sécessions au sein des États occidentaux. Maintenant, l'avenir de Détroit, tout va dépendre si évidemment ils réussiront à avoir un succès international. C'est pour ça que c'est important de lier la question du référendum de Détroit à ceux de Nouvelle-Ancien, à ceux d'Espagne, à celui d'Écosse qui aura lieu l'année prochaine en Grande-Bretagne, à ceux qui existeront bientôt dans quelques années en Belgique avec la Flandre. Mais surtout, évidemment, c'est le début d'un long combat. Plus ce mouvement sera médiatique, plus l'imposture occidentale, en particulier américaine et de Bruxelles, de l'Union européenne, interviendra. L'Union européenne, c'est une construction antidémocratique qui refuse le droit des peuples et qui est dirigée par des gens non élus. Ursula von der Leyen, Charles Michel, mon homonyme, je ne suis pas parent avec lui, j'en suis fort aise. Tous ces gens, Joseph Borrell, ce sont des gens qui n'ont pas été élus par leur peuple et qui prétendent faire des leçons de démocratie au peuple. Vous devez savoir qu'il y a des mouvements de sécession en Belgique, avec la Wallonie et la Flandre, en Espagne, avec la Catalogne, avec le Pays Basque, avec la Galicie, en Écosse et en Angleterre, avec l'Écosse et le Pays de Galles, et aussi dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne notamment, dans les ex-républiques soviétiques, etc. Ces mouvements sont étouffés depuis 50 ans par la fausse démocratie occidentale. Vous devez savoir, par exemple, que Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui le champion des peuples en lutte, eh bien, il soutient depuis 2017 le mouvement d'indépendance de Catalogne. C'est quelque chose qui est caché au public mondial. Il est temps que l'on dise la vérité. Alors, vous comprendrez bien vers la fin de cette première heure de Panafricom ce dimanche, très fourni, vous êtes toujours très fourni. Alors, parallélisme, c'est-à-dire que comme il y a eu le soutien des sécessions pour déstabiliser les autres États du monde, vous avez cité le Katanga, vous avez cité le Biafra, vous avez parlé de l'Amazonie, il y en a encore d'autres qu'on peut citer, et que c'est pour cela qu'il faut soutenir les autres sécessions. Alors, est-ce que aujourd'hui, le monde, on a suivi Emmanuel Macron parler de l'unité du monde occidental, c'est-à-dire de l'unité de l'Europe. Est-ce que l'Europe va se laisser faire, ou tout au moins le bloc occidentalo-américain va se laisser faire dans cette perspective du soutien des référendums, les référendums que vous avez lancés? Quelle est la force de la tenue et de l'aboutissement de ces référendums? Et quelles sont les faiblesses sur lesquelles ces forces-là, de ces référendums, peuvent s'appuyer? Quelles peuvent être les résistances côté occidental ou bloc occidentalo-américain? Luc Michel, deux blocs. Écoutez, l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis combattent les mouvements de référendum en Europe. Ils ont particulièrement écrasé il y a 5 ans la République de Catalogne et son référendum, où 52% des Catalans ont voté pour l'indépendance. Tous les dirigeants de la Catalogne, dirigeants élus
contrairement à ceux de Bruxelles démocratiquement. Ils sont en prison ou en exil. Le président de la République de Catalogne, il est particulièrement en exil en Belgique, protégé par les républicains flamands, qui sont le plus puissant mouvement politique de Belgique. C'est pour ça aujourd'hui que Vladimir Poutine, c'est important de soutenir les référendums de Novorossiya, de Crimée, etc. Ça a été mon rôle au cours des années précédentes, parce que ces mouvements permettront de faire la liaison avec les mouvements de référendum en Europe. On ne pourra pas toujours étouffer la démocratie, en particulier en Écosse l'année prochaine et en Belgique dans quelques années. La Belgique aura des élections générales d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans. Va se poser la question de l'indépendance de la Flandre. Et voilà, Luc Michel. Alors, l'avenir ne s'annonce pas donc très gai pour le bloc occidentalo-américain. Est-ce que cela peut donner une force ou des marges de manœuvre à la Russie et à tout cela que vous avez cité tout à l'heure, qui en principe ont subi les fers ou les foudres du bloc impérialiste occidental? Lorsque Poutine, le 24 février, a lancé l'opération spéciale en Ukraine, la partie ukrainienne militaire de l'opération, c'est la cerise sur le gâteau. Poutine avait en réalité deux buts, c'est d'en finir avec le nouvel ordre mondial américain, proclamé en 1991 par Georges Père à la chute de l'Union soviétique, et en finir avec l'économie globalisée américaine, ce qu'on appelle la globalisation. Il a tout à fait réussi. Aujourd'hui, 82% de la planète, les BRICS, le mouvement des lois alignées, Pékin, l'Inde, Téhéran soutiennent la Russie, 82% de la population mondiale. Il y a seulement 18% des Occidentaux qui soutiennent les États-Unis qui sont contre la Russie. En Afrique, 34 États africains se sont déclarés neutres et soutiennent en fait en réalité la Russie à la grande frayeur des États-Unis, y compris leur plus vieil allié en Afrique qui est le Maroc et l'Égypte également, qui sont aujourd'hui du côté de la Russie. Cette semaine, l'OPEP, le mouvement de l'Arabie saoudite, qui était le principal allié des Américains depuis 1945 au Proche-Orient, s'est déclaré en partisan de la Russie et a soutenu la Russie dans la guerre du gaz et des hydrocarbures. Nous entrons dans une décennie de lutte. Ce sont des luttes qui vont être difficiles contre le bloc occidental. Mais grâce à Poutine, moi qui ai vécu tant de défaites, la défaite de l'Union soviétique, de l'Allemagne de l'Est, de la Yougoslavie, de la Jamaïque libyenne, moi qui ai vu mourir des États et des chefs d'État que je défendais, j'ai vu mourir Kadhafi, j'ai vu mourir Milosevic dans les geôles de la Haye. Eh bien, aujourd'hui, à la fin de ma vie, je sais en espoir, je sais que la victoire est possible. La victoire est possible, Luc Michel. Alors, vous venez de citer là un pan très important, c'est-à-dire l'OPEP. Et cette semaine, justement, d'ailleurs, Vladimir Poutine s'est réjoui de la baisse de la production des hydrocarbures au niveau de l'OPEP et toute chose qui a fâché les États-Unis, le bloc occidentalo-américain. Est-ce qu'alors on peut dire que le monde arabe fait un revirement dans la logique justement de la perspective de la chute ou du déclin de cette démocratie occidentale avec ces référendums? Est-ce que le monde arabe est en train de virer? Écoutez, lorsqu'on était le 24 février à minuit, l'Occident dominait le monde. Il dominait l'économie grâce à la globalisation et il dominait le monde grâce aux trois OTAN. L'OTAN d'Europe de l'Ouest, l'OTAN du Proche-Orient qui était en train d'être constituée et l'OTAN de la mer de Chine qu'on appelle le Quad. Aujourd'hui, la domination occidentale n'existe plus. L'OTAN du Proche-Orient, elle était bâtie autour d'Israël, des Émiratis et des Saoudiens. Les Émiratis, les Saoudiens, les Qataris, aujourd'hui, ils sont du côté de la Russie. Au Proche-Orient, évidemment, la Chine est avec la Russie. L'Inde, qui était l'allié militaire des États-Unis dans l'océan Indien, elle est aujourd'hui aux côtés de la Russie. Le Pakistan, qui était le principal allié des États-Unis
il est du côté de la Chine et de la Russie. Aujourd'hui, il n'existe plus rien de la domination occidentale. Et le dernier terrain d'affrontement, c'est la Méditerranée et c'est l'Afrique. Mais en Afrique, la Russie va de succès en succès. Après la Centrafrique et le Mali, cette semaine, nous avons eu un coup d'État pro-russe à Bamako, à Ouagadougou. On a vu les drapeaux russes dans les rues. Eugénie Prigozhin a soutenu le coup d'État. Et bien entendu, la France et les États-Unis sont en pleine déroute. La Russie, elle est présente également militairement dans 14 autres États. Elle ne les domine pas encore, comme en Centrafrique, au Mali ou à Ouagadougou. Mais c'est en bonne route. L'heure du néocolonialisme, l'heure de la domination du bloc occidental. Luc Michel, qu'on va certainement retrouver, l'heure de la domination du bloc occidentalo-américain, ce qu'on appelle communément l'hégémonie occidentale. Luc Michel est en train de dire que cette heure est terminée. D'ailleurs, on a les propos d'Emmanuel Macron à un moment donné qui avait annoncé la chute, ou tout au moins le déclin de l'hégémonie occidentale, que cette hégémonie ne peut plus tenir face à la ruée de la souveraineté, en fait, de la revendication des souverainetés des peuples, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, où ça devient de plus en plus compliqué. Il est clair qu'aujourd'hui, les peuples voulant leur souveraineté, voulant leur pleine autodétermination, les peuples voulant le mieux-être, ne seront plus à même d'accepter cette prédation, ces exploitations, ces dominations qui en réalité se font sous la barbe justement de leur indigence, de leur pauvreté, de leurs biens, de leurs richesses qui prennent des directions étrangères. Au fur et à mesure, il est question aujourd'hui pour les peuples, d'ailleurs, là où nous étions avec Luc Michel, il s'agit justement de cette revendication de l'identité afro-descendante. Nous sommes là aux États-Unis. On le sait que Luc Michel a rappelé, cela commence avec la traite des grillons, la déportation des milliers, des millions de Noirs vers ce monde Caraïbes, Pacifique, États-Unis. Et ceux-là, donc, ils ont constitué à mettre les fondements de ces États, de ces nations, mais en réalité, ils sont toujours traités de manière sous-humaine, abusés de leurs droits, et c'est pour ça qu'un s'élevant en 2016 a donc créé cet office-là. Luc Michel, je ne sais pas si on a repris. Je suis revenu, Ben. Pour partir donc vers la fin de notre édition de ce jour, vous étiez en train de parler de cette situation dans le monde, c'est-à-dire la recomposition des blocs. Je vous posais la question de savoir si j'ai encore mes souvenirs en place là. Vous étiez en train de dire que les choses ne seront pas du tout faciles pour le bloc occidental, et que c'est pratiquement la décadence, Luc Michel. Le bloc occidental, il est en pleine panique. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Biden, qui joue le matamor, il ne sait pas quoi faire. Et Emmanuel Macron, qui joue à la grande puissance française, il doit constater la décadence de la France. Il y a des files devant les stations d'essence où il y a la pénurie dans toutes les villes de France. Et ce jour, des dizaines de milliers de Français sont descendus dans les rues de Paris pour demander de quitter l'OTAN. Ils sont déjà des dizaines de milliers à Berlin et dans toutes les villes d'Allemagne. C'est la fin, évidemment, de l'âge d'or de la domination occidentale. On retiendra que c'est grâce à Vladimir Poutine. On retiendra que c'est grâce à Vladimir Poutine, mais aussi à la volonté des peuples, cette fois-ci, d'arriver à une indépendance réelle, à une autodétermination. On a vu le bloc de l'Amérique latine, mais aujourd'hui on voit le bloc africain. Est-ce qu'il peut avoir un parallèle avec les afro-descendants et leur volonté justement d'autodétermination avec le bouillonnement en Afrique, Luc Michel? On va sortir par cette porte-là. Écoutez, vous avez parlé de l'Amérique latine. L'Amérique latine, elle fait partie du front anti-américain, avec Téhéran qui est très actif là-bas, et avec la Russie. Il y a dedans Cuba, il y a le Nicaragua, il y a le Venezuela, évidemment, de Chavez et Maduro. Tous ceux-là ont organisé
pour la première fois au monde, au mois de janvier, des manœuvres maritimes anti-américaines au large des côtes des États-Unis. Ça s'était jamais vu depuis 50 ans. Évidemment, l'Afrique, elle a une chance historique. C'est fini d'étouffer l'Afrique, d'étouffer la colère des peuples africains. Aujourd'hui, l'Afrique a de puissants amis. La Russie, la Chine, le Téhéran, l'Iran, l'Amérique latine. Par exemple, pour contourner les sanctions, il y a aujourd'hui un corridor Téhéran, Caracas, Dakar, partout en Amérique latine, partout en Asie, partout en Eurasie, partout en Afrique. Les peuples ne sont plus décidés à se laisser faire par les exploiteurs, les héritiers de l'esclavagisme et du colonialisme. Alors, Luc Michel, on va sortir. Parce que nous avons un format très intéressant. Peut-être qu'on va revoir avec l'application par laquelle on vous a, avec cette histoire de trial, on va certainement améliorer ça. Mais nous avons 52 minutes de vérité toute la semaine. On va vous prendre dans ce registre-là aussi. Mais, Luc Michel, est-ce que cette affaire est facile? Parce qu'il y a les chapes de plomb. Je prends la chape de plomb économique, je prends la chape de plomb monétaire, je prends la chape de plomb politique, je prends la chape de plomb en termes d'aide et développement. Thomas Sankara avait déjà dénoncé ça. Est-ce que toutes ces chapes de plomb vont tomber aussi facilement, Luc Michel? Ça, c'était l'ancien monde, celui que Poutine a détruit économiquement le 24 février. Aujourd'hui, le marché de l'or, par exemple, n'est plus dominé par Londres et New York. Poutine a déposé à Moscou un étalon hors standard russe. Il a créé le rouble or bâti sur les réserves d'or de la Russie. 1200 tonnes d'or. C'est le retour à l'étalon. C'est la dédollarisation du monde. C'est un mouvement qui est soutenu par les Indiens et par les Chinois. Il a mis un terme à la domination de la globalisation américaine. La chape de plomb, elle est aujourd'hui brisée. Et les sanctions qui voulaient briser les peuples, qui ont brisé l'Irak, qui ont brisé la Libye, qui ont brisé la Yougoslavie, qui ont brisé la Serbie, qui ont brisé l'Iran, aujourd'hui c'est terminé. C'est Poutine qui a brisé les sanctions. C'est les principales victimes des sanctions occidentales. C'est l'Union européenne qui est la grande défaite, la grande victime de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, le deuxième étape est en route, la dédollarisation du monde. C'est également en route en Afrique, évidemment. On a vu que les sanctions établies sur ordre de Bruxelles et Washington par la CEDEAO contre le Mali et maintenant contre la Guinée-Balaco, on a vu qu'elles n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché parce que ces chapes de plomb est brisée. Merci à vous, Luc Michel. On va vous laisser partir, mais j'annonce déjà avec vous en semaine 52 minutes de vérité sur la situation, justement, donc en Ukraine, en rapport avec la Russie et le bloc occidentalo-américain. On va refaire un peu l'histoire de cette affaire pour voir aujourd'hui ce qui se passe et aller vers les issues, car vous êtes géopoliticien. J'annonce 52 minutes de vérité sur cette situation avec vous, avec les retombées ou les incidences ou les conséquences mondiales. Luc Michel, merci d'avoir répondu à ce registre, première partie de Panafricom de ce dimanche. Bien des choses à vous à Bruxelles. Je vous remercie. Je vous remercie surtout au nom des camarades de Détroit, parce que c'est la première fois qu'ils ont une émission de TV en dehors des États-Unis. Ils vont d'ailleurs la sous-titrer en russe et en anglais. Et ils vont largement la diffuser avec moi aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt. Et le grand groupe Canal Aoussa, Médias d'Afrique, Panafricom TV, nous serons donc avec eux, justement, peut-être pour les soutenir et peut-être même pour aller les soutenir. Pourquoi pas là-bas? Merci à vous, Luc Michel. Bon dimanche et bon dimanche aux populations du Détroit et à Ramsous Younous, qui est justement depuis 2016 celui-là qui a résisté à la répression sanglante qui s'est déferlée contre ces manifestations et ce qu'il a élevé aujourd'hui en termes de république. Bonsoir une fois de plus à vous, Luc Michel. Il a été battu par le FBI
Et il était en visite il y a quelques jours en Centrafrique pour rencontrer le président Touadéra. Et les Américains l'empêchent de rentrer aux États-Unis. Il est bloqué en Centrafrique. On ne le laisse pas accéder aux ligues d'aviation occidentales. Voilà ce qui se passe. Donc, un grand salut à cet homme courageux. Je suis à ses côtés. Et nous sommes tous à ses côtés. C'est un digne représentant, un digne afro-descendant fils d'Afrique. Mais je pense qu'il ne va pas faire un détour en Centrafrique. Écoutez, il cherche des soutiens internationaux. Il doit se rendre prochainement en Guinée équatoriale. Merci à vous, Luc Michel. Bien de choses à vous. Madame, monsieur, on va se retrouver tout à l'heure. On parlera dans la deuxième détente de Panafrique, comme ce dimanche, de la problématique de la souveraineté. Alors, on se pose une question. La question est celle de savoir comment les États africains et les peuples africains peuvent-ils atteindre la souveraineté véritable? Avec quels ressorts? Les ressorts occidentaux ou alors les chaînes occidentales? Les identités occidentales ou les identités africaines. Nous aurons particulièrement Privat Goma tout à l'heure. Madame, salut, monsieur, on va juste se retrouver derrière, à tout de suite.